Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une petite heure d'actu et de découverte sur 8 Mont-Blanc. C'est Accès Direct. Il est 18 h au programme de ce jeudi 27 septembre. Je reçois dans quelques secondes Sylviane Noël, sénatrice de Haute-Savoie, l'élue Les Républicains, est la première femme à occuper ce poste dans le département. Nous parlerons de ses premières semaines. Nous parlerons aussi musique et jazz avec le Rhino Jazz, un festival qui fête ses 40 ans cette année. Son président Jean-Paul Chalzalon sera avec moi sur ce plateau. Nous parlerons aussi musique classique avec les Nuits Romantiques du côté d'Aix-les-Bains. Et enfin, petit aperçu de ce que la Maison des Arts du Léman vous a concocté pour cette nouvelle saison culturelle. Avec son directeur Thierry Massia, nous parlerons notamment du festival Les Petits Malins. Mais avant, salut Seb. Salut Fanette. Bon, je suis restée sur le petite heure, parce que tu m'as dit 45 minutes, c'était pas une petite heure, mais je suis restée dessus. C'est pas grave. Alors, on en a déjà parlé sur ce plateau. Le président était sur ce canapé l'année dernière. La Grande Traversée des Alpes est en danger. Oui, c'est l'association, la Grande Traversée des Alpes, qui gère les sentiers et les itinéraires de randonnée, qui connaît de très gros problèmes financiers. C'est un petit peu compliqué, mais en gros, la région Auvergne-Rhône-Alpes continue de subventionner cette association, ce qui n'est plus le cas de la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Du coup, l'association a décidé de se mettre sous protection de la justice pour faire face à une éventuelle procédure de redressement judiciaire. Et puis une expérience hors norme à découvrir tout à l'heure dans le JT. Oui, Victoria Lopez est allée rencontrer Rémi Phoenix, un mentaliste chez lui, pas très loin de Cruzeil. Ce mentaliste a décidé de se lancer dans une expérience originale pendant une semaine, se glisser dans la peau d'une personne sourde et aveugle, avec un objectif, sensibiliser au parcours sensoriel. Un bon reportage à voir. Merci Seb, je te dis à tout à l'heure pour la revue de presse. Nous parlons politique maintenant. Bonsoir. Sylviane Noël, vous êtes la nouvelle sénatrice de Haute-Savoie. Vous avez succédé à Jean-Claude Carle il y a un peu plus d'un mois. Tout simplement, que vous a appris ce premier mois en tant que parlementaire ? Alors, ça a été très riche déjà. J'ai fait beaucoup de terrain pour mes premières semaines, puisque la rentrée parlementaire n'a eu lieu que ce mardi. Donc, ça m'a permis pendant un mois de prendre beaucoup de contacts sur le terrain. C'est très riche et je m'épanouis grandement. Alors, vous avez été maire de Nancy-sur-Cluse pendant 10 ans. Vous l'êtes plus là depuis quelques jours. Oui. À quoi elle vous sert cette expérience de maire au Sénat ? Je pense qu'elle est complémentaire, elle est même essentielle. À mon avis, le fait de ne plus pouvoir cumuler un mandat local, enfin en tout cas un exécutif local avec un mandat de parlementaire et notamment un mandat de sénateur. On est vraiment là au cœur même de la fonction d'un sénateur, de pouvoir représenter les collectivités. À mon avis, c'est une grave erreur, puisque c'est au contraire, les sénateurs doivent être au contraire au plus proche de leurs électeurs, qui sont les élus. Et quelle est la meilleure façon de l'être que d'exercer les mêmes fonctions qu'eux. Et en cela, je pense que c'est une mauvaise chose, mais bon, malheureusement, on a dû s'y plier. Et c'est bien dommage, mais en tout cas... mon expérience d'élu local me sera grandement profitable puisque durant 10 ans, j'ai vécu la vie de maire d'une commune rurale avec toutes ses difficultés. Donc un maire qui fait beaucoup de choses en général dans les petites communes. Voilà, exactement. Et voilà, si je n'avais pas eu cette expérience de maire d'élu d'une commune rurale, je n'aurais jamais pu imaginer ce que pouvait être la gestion d'une collectivité et d'une commune, notamment de cette taille-là. Donc pour moi, ça a été très enrichissant. Et puis je garderai dans un coin de ma tête tout ce que j'ai pu vivre pendant 10 ans pour essayer modestement peut-être d'améliorer la situation et puis d'apporter quelque chose de plus à tous les élus de France et notamment ceux de Haute-Savoie. Alors ces élus, vous les avez défendus ce mardi devant le Sénat. Vous avez pris la parole pour la première fois pour la rentrée parlementaire. On regarde un extrait de votre intervention. La parole est à notre collègue Sylviane Noël pour sa première question pour le groupe Les Républicains. On lui souhaite le meilleur. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, c'est la première fois que je prends la parole dans l'hémicycle depuis mon entrée au Sénat en août dernier. Pendant 10 ans, j'ai exercé ce beau mandat de maire d'une petite commune de montagne. Très présente sur le terrain, je constate la résignation qui gagne les maires et plus largement l'ensemble des élus municipaux. Cet été, un chiffre est passé inaperçu. Plus de 1000 démissions de maires ont été recensées depuis 2014 et gageons qu'en 2020, malheureusement, ils seront nombreux à ne pas se représenter. Monsieur le ministre, ma question est simple.
Le gouvernement est-il prêt à changer d'attitude et de cap pour renouer le dialogue et redonner aux maires de France la place, le rôle et les moyens légitimes pour agir au service du pays? Vous parlez de la lassitude des élus. Bien entendu, on peut démissionner pour des tas de raisons. Mais il ne vous a pas échappé, mesdames les sénatrices, qu'il y a aussi deux choses qui comptent cette année. C'est l'instauration du cumul de mandats qui fait que vous-même, vous avez dû être obligé de démissionner de votre mairie, et les communes nouvelles. Donc, madame la sénatrice, pour des raisons multiples et variées, mais pas pour de la lassitude, je ne crois pas que ça soit la réalité. Manifestement, votre constat avec ce chiffre que j'ai trouvé intéressant, 1000 maires ont démissionné depuis 2014, il n'a pas été très très entendu. Non, même pas du tout. Pas du tout. La ministre l'a clairement balayé d'un revers de la main, et d'ailleurs les arguments qu'elle avance sont faux, puisque ces démissions sont hors démissions réalisées dans le cadre d'un cumul de mandats, comme ça a été mon cas. Donc voilà, c'est vraiment des démissions qui ont pour objet... De résignation. Voilà, la résignation. Après, ça peut être également d'autres raisons, hein, des raisons de santé, familiales, professionnelles ou autres. Il y en a certainement une petite partie. Mais toutes les associations d'élus sont d'accord pour dire qu'il y a vraiment une lassitude des maires, un ras-le-bol. D'ailleurs, l'actualité aujourd'hui nous le démontre. Si vous avez suivi le congrès des régions de France qui se tient actuellement à Marseille, on a quand même aujourd'hui un élan qui est mené de front par toutes les collectivités, toutes les strates de collectivités, la région, les départements et les communes, donc représentés par leur président, qui appellent à signer un manifeste qu'ils ont appelé l'appel de Marseille, et qui démontre un véritable ras-le-bol des élus sur la façon dont l'État nous traite depuis quelques années, et notamment depuis le début de ce mandat. On se rend compte qu'il y a une recentralisation qui est massive, il y a comment dire, un désengagement de l'État à l'égard des collectivités locales, où on nous repasse beaucoup de compétences sans les moyens qui vont avec. Et ça, ce n'est plus possible. On ne peut plus continuer comme cela. Donc l'État, aujourd'hui, est vraiment face à des collectivités qui n'ont plus envie de coopérer. On a bien vu, en juillet dernier, toutes ces strates de collectivités ont décidé de ne pas siéger au sein de la Conférence nationale des territoires. Il y a donc un vrai malaise qu'il conviendrait vraiment de prendre en charge, car sinon, je crains vraiment qu'il y ait un divorce très prononcé et des conséquences dramatiques derrière. Votre priorité numéro 1 au cours de votre mandat? Ma priorité, dans les toutes prochaines semaines, il y aura une nouvelle lecture de la proposition de loi de mon prédécesseur, de Jean-Claude Carle, qui va repasser donc, devant le Sénat et l'Assemblée nationale. Cette proposition de loi, elle avait été adoptée de façon très large par le Sénat au printemps dernier. Malheureusement, quand elle est arrivée devant l'Assemblée nationale, malgré le travail efficace de Virginie Duby-Muller et de Martial Sadier, députée, malheureusement, elle a été complètement vidée de sa substance. Et donc aujourd'hui, il ne reste pour l'essentiel que la mise en place d'une amende forfaitaire. Donc c'est certes une avancée, mais ce n'est pas suffisant. Pour ma part, elle est nettement insuffisante. Elle ne réglera pas le problème de cette minorité de gens du voyage, parce qu'il s'agit pour l'essentiel d'une minorité, mais qui ne respecte pas les schémas mis en place, qui s'installent de façon illicite sur des terrains privés ou publics. Et puis, il y a aussi le phénomène des sauts de puce qui leur permet d'être expulsés d'un endroit, et puis ils vont se mettre 1 kilomètre plus loin, et c'est reparti pour un tour, ce n'est plus possible. Donc, il faut vraiment une réponse forte à ce problème. Et donc ça, on suivra ça au mois d'octobre. Autre sujet de préoccupation pour vous, la situation des mineurs isolés. Vous avez co-signé une lettre au Premier ministre avec 2 députés Les Républicains hier, mercredi, concernant la situation donc, des mineurs étrangers isolés. En Haute-Savoie, ils étaient 90 en 2015, 315 cette année. Vous dénoncez notamment les dépenses en hausse pour le département, le refus de la CNIL de créer un fichier national et donc de collecter les informations à l'échelle de la France. Un effet d'aubaine si de nouvelles places sont créées. Hier soir, Corinne Thor de Médecins sans frontières, qui est l'une des chefs de mission qui travaille beaucoup sur ce sujet, était à Annecy pour rencontrer les associations. Je lui ai posé la question, on l'écoute et on en reparle.
C'est vrai que les mineurs augmentent depuis 3-4 ans. C'est une population qui est particulièrement vulnérable. On ne va pas me faire croire que le département va s'écrouler parce qu'il a 310 mineurs à prendre en charge. C'est un raccourci extrêmement sévère. Et ensuite d'aller expliquer que ces mineurs arrivent parce qu'il y a des réseaux de passeurs qui ont trouvé Annecy et que grâce à ces réseaux de passeurs, tous ces petits Maliens qui arrivent savent du Mali qu'il faut venir à Annecy. Bon là, c'est quand même très... Enfin, c'est un raccourci énorme. Une réaction, manifestement, vous n'êtes pas tout à fait sur les mêmes problématiques. En tout cas, sur la même analyse de la problématique. Alors, c'est un sujet qui est grave, en premier lieu, parce qu'on parle là de mineurs, d'enfants, pour la plupart, d'humains, d'êtres humains. Donc, ça, c'est quelque chose qui nous affecte déjà. On souhaite les accueillir de la meilleure façon possible, mais une telle progression à gérer n'est plus possible. Donc, on a eu une réunion importante il y a quelques jours de cela avec le président du conseil départemental qui, de façon très grave, nous a alertés sur la situation. Parce que les dépenses sont en hausse pour le département. Les dépenses, aujourd'hui, elles s'élèvent à 10 millions d'euros par an. Donc, c'est quand même énorme dans un contexte où, encore là, l'État se désengage sur les collectivités locales. Et puis, dans le même temps, contraint les départements, notamment, à signer des contrats, enfin à contractualiser pour maintenir leurs dépenses de fonctionnement dans des limites très strictes. Donc voilà, on est là face à une contrariété. Et puis aujourd'hui, le conseil départemental nous alerte sur le fait qu'ils ne sont plus en mesure d'accueillir dans des conditions satisfaisantes tous ces mineurs. Et voilà, comme vous le disiez, on est passé aujourd'hui de 90 mineurs par an en 2015, aujourd'hui à 350 000, et nous ne sommes qu'à la fin septembre, l'année n'est pas finie. Donc si on continue comme ça, cette progression, où est-ce que cela va s'arrêter? Donc vous demandez à l'État de prendre ses responsabilités? Je pense que là où on est aussi face à une compétence régalienne de l'État sur la régulation de l'immigration, et qu'il aide véritablement les départements dans cette mission, parce que la Haute-Savoie est très concernée, mais je sais que nos collègues de l'Ain, de la Savoie et partout ailleurs sont également dans la même situation. Bon, nous, on a un phénomène frontalier qui accentue en plus cette situation, mais nous ne sommes pas les seuls. Et encore une fois, on parle d'êtres humains. Donc la question, c'est de pouvoir accueillir correctement et de pouvoir prendre en charge correctement tous ces mineurs qui arrivent sur le territoire. Et sur la question de trafic, je ne suis pas effectivement du même avis que Madame. Je pense qu'il y a une grande part de cet afflux de migrants qui résulte de passeurs et de trafic, c'est évident. Et vous allez pouvoir alerter directement le Premier ministre puisqu'il sera en Haute-Savoie vendredi. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'Accès Direct. Merci. Je vous laisse rejoindre la régie. Sébastien me rejoint pour une mini-revue de presse aujourd'hui. Tu nous as sélectionné un article du Progrès. Oui, et le Progrès qui nous annonce qu'il n'y aura pas de tramway franco-suisse entre Saint-Genis-Pouilly et la station de Mérin, station qui dessert le Cern. La région aura le département de l'Ain et la communauté de communes du Pays de Gex. On en décidé ainsi suite à la décision du Conseil fédéral suisse de ne pas financer ce projet. Ces trois collectivités ont donc opté pour un bus à haut niveau de service qui circulera sur une voie réservée sur une longueur de 2 km. Les travaux débuteront en 2020 pour une mise en service espérée pour 2021. Il faut savoir que le BHNS coûtera entre 15 et 17 millions d'euros, alors que le tramway, lui, en aurait coûté 43, donc il y a quand même une économie de quasiment 25 millions d'euros. Voilà. Et toi, tu as choisi de nous parler, je crois, des Piolets d'or. Tout à fait, les Piolets d'or qui pour la première fois se sont tenus en Pologne. Donc les Piolets d'or récompensent les plus belles attentions, les ascensions les plus remarquables. Et là, ce qui m'a interpellée, c'est à lire sur Alpine Mag, c'est que parmi les 58 ascensions remarquables, je vais y arriver, une a reçu la mention spéciale puisque parmi les 3 alpinistes, il y avait 2 femmes. C'est une première. Donc du coup, elles ont
Elles ont ascensionné, non, elles ont grimpé, je ne sais pas comment on dit, le Nilkantha en Inde. Donc voilà, il y a leur entretien, ces deux alpinistes, on les nomme, Anne-Gilbert Chase et Chantelle Astorga. Et puis elles ont réalisé une autre ascension remarquable 8 mois après celle-ci. Elles ont reformé une cordée cette fois-ci vraiment avec toutes les deux, donc à deux femmes. Donc voilà, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. On parle pas souvent d'alpinisme au féminin, donc je voulais marquer le coup. Tu as bien fait. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Seb. Comme promis, on ouvre une large page culturelle dans Accès Direct. Pour commencer, je reçois Thierry Massia, le directeur de la Maison des Arts de Thonon. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va survoler un petit peu votre saison culturelle tout à l'heure, mais avant, on s'arrête sur votre premier temps fort de la saison, le festival Les Petits Malins. Il aura lieu du 16 au 26 octobre. Alors, pourquoi avoir fait le choix de consacrer un temps fort au jeune public il y a 3 ans, puisque là, on est sur une 3e édition? Parce que vous savez, c'est essentiel. C'est essentiel aujourd'hui, s'adresser à la jeunesse. On me dit toujours, c'est s'adresser au blé qui lève. Mais c'est avant tout s'adresser à des enfants, à des personnes qui ont tout à apprendre et surtout qu'il faut accompagner. Donc proposer un festival, c'est à un moment donné consacrer toute notre énergie aux enfants, mais aussi aux adultes qui les accompagnent, que ce soit les enseignants, les parents, les animateurs. Et pour cela, nous avons choisi cette période, je dirais, avant les vacances de la Toussaint et pendant, parce qu'on sait bien que cette période n'est jamais la plus propice aux activités, si toutefois il n'y en a pas. Donc là, justement, il y a des propositions de tout ordre sur le festival. Et pour leur dire quoi, du coup, à ces jeunes spectateurs? Beaucoup de choses. Donc on propose à la fois des spectacles, 13 spectacles, 53 représentations pendant les 10 jours du festival, à la fois sur toute l'aire finalement thononaise. Ça va Évian publié, mais aussi je dirais sur Acier, Douvaine, enfin donc plusieurs le lieux. Chablais. Et puis évidemment, à côté de ces 13 spectacles, nous avons aussi des ateliers, des animations. Nous avons aussi pour la première fois le Salon du livre de la jeunesse. Donc c'est vraiment la volonté de faire en sorte de lier le spectacle et le livre, parce que le livre est souvent à la fois déclencheur du spectacle, mais aussi une façon de retrouver parfois, après le spectacle, les personnages qu'on a tant aimés, et permettre aussi aux parents de pouvoir continuer finalement le travail du spectacle avec les enfants, de pouvoir permettre aux enseignants justement d'aller plus loin avec les livres qui traitent parfois du spectacle ou qui entourent finalement le spectacle. Avec une dimension transfrontalière. Je crois que c'est la première fois que vous travaillez avec vos voisins suisses. C'est important. Vous savez, on travaille pour un territoire. Et ce territoire, c'est évidemment aussi le bassin lémanique. Cette volonté de penser à la frontière, non pas comme une limite, mais comme un lien naturel, parce que ces jeunes auxquels on s'adresse vont vivre sur ce bassin, travailler. Il faut qu'ils puissent rencontrer l'autre d'en face et penser que finalement, nous sommes ensemble partis pour un même dessein. C'est vraiment la volonté de s'adresser à tous et bien sûr de pouvoir participer avec les théâtres suisses, nos partenaires, dans une même énergie sur un festival et faire en sorte que finalement il y ait de l'échange, de la rencontre. Et on peut saluer notamment nos partenaires que sont la CGN, le Conseil du Léman notamment et bien d'autres. Ces jeunes, ils reviennent après à la Maison des Arts? Alors, vous savez, ce festival lance notre saison jeune public. Nous avons tout un ensemble de spectacles qui reviennent régulièrement pour tous les âges pendant toute la saison. Donc, et bien entendu, ce sont des propositions qui sont faites, mais qui sont faites aussi pour dire aux parents, voilà, regardez, il y a ces propositions jeunes publics, mais aussi des propositions pour adultes. Et vous savez que sur chaque proposition pour adultes, il y a toujours une indication, c'est l'âge à partir duquel on conseille aux parents d'amener leurs enfants. Donc voilà, il suffit d'être attentif au spectacle. Et puis, à la suite de ça, les parents peuvent revenir avec leurs enfants ou pas, mais voilà, la proposition est faite. Alors après le festival, donc je rappelle les dates, Les Petits Malins du 16 au 26 octobre. Quels sont les 2-3 temps forts là, dans les prochains jours, prochaines semaines pour la Maison des Arts? Vous savez, il n'y a que des temps forts, donc il y a forcément des temps forts parce qu'en fait on s'adresse à des publics différents. Notre saison est pluridisciplinaire, on s'adresse vraiment à tous. Donc il y a des temps forts pour ceux qui aiment le sport, ça va être par exemple Que t'il tout seul pour ceux qui aiment le vélo. Il va y avoir Machine de cirque pour ceux qui aiment le cirque et le mouvement, la danse, avec du hip-hop, la compagnie, le spectacle Nakama, d'autres, des airs d'ange. Et puis il y aura
pour ceux qui aiment le théâtre, très prochainement, nous aurons par exemple le spectacle de Valerno Harina qui sera présent donc, au théâtre. Et puis, nous aurons du jazz, pour ceux qui aiment le jazz. Je sais que vous recevez quelqu'un qui va vous présenter du jazz tout à l'heure. Eh bien, nous aurons Roy Hargrove très prochainement. Et puis, un peu plus tard, au mois de novembre, nous aurons Youssouna. De la chanson, évidemment, avec, vous savez, quelqu'un qu'il faut découvrir absolument, c'est Pierre Lapointe. Parce que Pierre Lapointe est une star au Québec, il est encore méconnu en France, et il faut le découvrir parce que c'est vraiment, justement dans ce rapport, je dirais, qu'on peut tisser avec le texte, avec les artistes, c'est un artiste formidable pour cela. Donc venez au Théâtre Novarina, rencontrez cet artiste, ses textes. Alors il a beaucoup travaillé, c'est un poète. Il a beaucoup travaillé à partir finalement des auteurs qui l'ont façonné. On pense à Brel, Barbara et tous ces poètes, Prévert et d'autres. Eh bien, Lapointe écrit ses chansons, propose véritablement une poésie de la chanson, une chanson d'aujourd'hui. C'est vraiment superbe. Et donc on trouve toutes les infos, toutes les dates et c'est possible de réserver. Là on voit tous les petits boutons sur le site de la Maison des Arts. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'Accès Direct. Merci Thierry Massia. On va parler un peu de musique classique avant de parler jazz. Pierre Corzilius est avec nous par Skype pour les Nuits Romantiques d'Aix-les-Bains. Vous êtes le directeur artistique du festival qui se déroule du 28 septembre au 6 octobre. Bonsoir. Bonsoir. Alors à sa création il y a plus de 20 ans, le but du festival était de décliner, je cite ce que j'ai lu sur le site, toutes les formes de l'expression romantique. Qu'est-ce qu'on entend par expression romantique et comment ça se retranscrit aujourd'hui ? La musique romantique, c'est la musique qui commence peut-être avec la mort de Beethoven et qui se poursuit jusqu'au début du XXe siècle, si on veut. Et donc, c'est toute la grande période où la musique de chambre, en particulier, a eu son pléthore de chefs-d'œuvre, de Schubert jusqu'à Schumann, et évidemment jusqu'à la musique française, évidemment presque jusqu'à Debussy. Et puis cette année, vous nous proposez un hommage à un Norvégien, Edvard Grieg. Alors j'espère ne pas écorcher son nom. Pourquoi lui ? Chaque année, le festival s'attelle à trouver un compositeur qui est auteur de grands chefs-d'œuvre. Et Edvard Grieg est connu du grand public par sa suite Peer Gynt, donc le matin, qui est vraiment une œuvre qui a été massacrée, je dirais, dans les publicités diverses et variées, mais aussi par son concerto pour piano, tous les deux œuvres au programme de ce festival. Et donc Grieg, consacrer un festival à Edvard Grieg, c'est un hommage à ce romantisme du Nord, à cette Norvège qu'on connaît finalement assez peu et qui pourtant porte un regard très très admiratif sur la musique française. Un rendez-vous à ne pas manquer au cours de ce festival ? Il y a plein de moments à ne pas manquer, mais l'ouverture, c'est toujours un grand moment. C'est effectivement un orchestre qui n'est jamais venu en Savoie. C'est la Kammermusik Akademie de Neuss de la Rhénanie, avec Philippe Cassard au piano et le fils de Myung-Whun Chung, Min Chung, donc un éminent chef d'orchestre au pupitre, évidemment pour commencer avec le concerto pour piano de Grieg. Merci beaucoup. Et puis, je rappelle les dates. Donc, les Nuits Romantiques Aix-les-Bains du 28 septembre au 6 octobre. Et puis, on trouve toutes les infos là aussi sur le site internet. Merci beaucoup. Bon festival. Merci. Merci. Au revoir. On va rester dans la musique, mais pour parler de jazz cette fois-ci, avec le Rhino Jazz qui se tient chaque année près de Saint-Étienne, au château du Jarret. Son président m'a rejoint, Jean-Paul Chazalon. Bonsoir. Bonsoir. Alors, bon anniversaire. Je crois que je dois dire ça cette année, puisque Rhino Jazz fête ses 40 ans. Comment ça a commencé, cette belle aventure ? Par la première édition, bien sûr. J'ai envie de vous dire, c'est toujours un petit peu le hasard. Un certain nombre de concours de circonstances font qu'on crée un festival. Il y avait de l'envie. On crée 2-3 jours de jazz très contemporain à l'époque, des choses très pointues qui venaient un petit peu de France, beaucoup de l'étranger, etc. Et puis l'aventure continue. On est à la 10e, à la 20e, à la 30e, et puis ça y est, on est à la 40e. Voilà. Alors on voit défiler un petit peu les affiches de toutes ces années. Donc vous l'avez dit, c'est parti sur 2 jours. Aujourd'hui, on est à presque un mois. L'édition 2018 aura lieu du 4 au 27 octobre. Aujourd'hui, le Rhino Jazz, c'est quoi ? C'est quoi ? Alors, c'est déjà quelque chose une entreprise qui est faite pour le public.
il est bon parfois de rappeler quand même que tout le spectacle est fait pour le public. Hein. C'est 3 semaines, un peu plus de 3 semaines comme vous le dites, qui pourraient être résumées comme un immense brassage de tous les jazz. Ils sont nombreux. Il est difficile de parler que du jazz aujourd'hui. On met un petit S, c'est pas par hasard, en mot jazz, comme ça c'est plus pratique. C'est ce brassage qui rassemble autant des noms très connus que des découvertes. On a beaucoup de créations, on a des rencontres inédites. Voilà, c'est un petit peu toutes ces choses qui font que on pense que le public a toute raison d'être curieux pour venir découvrir, pour venir vivre, pour venir s'émouvoir, peut-être pour être déçu. Peut-être. Ça serait dommage, mais mais la plupart du temps, il sort enthousiasmé. Bon, non, va, je dis ça à dessein pour juste introduire une idée, c'est que la création, c'est quelque chose de très fragile. Et que c'est pas l'unanimité, c'est quelque chose qui peut déranger aussi, c'est quelque chose qui peut faire avancer, c'est quelque chose... Bon, on le dit assez souvent tout ça, mais il est bon de rappeler que ces propositions-là sont des propositions parfois où on prend des risques. Et aujourd'hui, Dieu sait si on n'en prend pas assez. Voilà. Alors, cette année, bien sûr, quand je parle de création, je suis obligé de parler des 2 volets du triptyque David Bowie. David Bowie saison 2, il y a 2 créations mondiales et une exposition qui est tout à fait unique en France, voire en Europe. C'est tout à fait au début du festival. Rhinojazz.com, tout le monde a toutes les informations. Alors, je n'y connais rien au jazz. Est-ce que je peux venir au Rhino Jazz et apprécier ? Bien sûr, mais bien sûr. Je suis étonné par la question. C'était pas la réponse. Non, mais parce que le jazz, c'est une musique qui peut être, on l'a dit tout à l'heure, un peu pointue. Là, l'idée, c'est vraiment que tout le monde peut apprécier. Vous savez, le jazz, comment il est né, hein? Il est né fin du 19e, avec tout un tas d'instruments, des gens qui avaient des cultures musicales complètement différentes, et c'est né avec des sources musicales, mais abondantes, multiples et parfois très contrastées. Le jazz, c'est vrai que souvent on dit « Ah, mais c'est une musique un peu pointue ». Non, 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 c'est une musique, au contraire, je pense qu'elle est une musique très facile, très populaire. C'est une musique mais qui est formidable parce qu'on peut danser dessus, on peut écouter tel un concert classique, on peut l'utiliser comme on veut, cette musique. Elle est formidable. Et alors aujourd'hui, je vous dis, les jazz, c'est immense, c'est immense. Alors, où s'arrête-t-il aujourd'hui? Est-ce que tout n'est pas plus ou moins teinté de jazz? Et je suis sûr que vous en écoutez très très souvent, que vous adorez des musiques que vous entendez, mais vous avez oublié de mettre l'étiquette jazz. Vous avez oublié de mettre l'étiquette dessus. Il y a alors il y a plein de dates, hein, effectivement. On peut que renvoyer au site rhinojazz.com pour avoir toutes les infos. Mais j'ai noté une soirée culinaire, un concert sur un quai de gare. L'idée, c'est vraiment là aussi de surprendre. Mais ça, c'est ce qui tourbillonne autour de nos 50 concerts dans 27 villes. En fait, on crée une sorte de tourbillon avec énormément de choses, avec des gens qui, justement, s'emparent un peu du festival. Si on est dans une gare, c'est pas par hasard. C'est que, justement, ces propriétaires de la gare sont emparés aussi un peu du festival, célèbrent à leur façon les 40 ans par des photos, enfin, énormément de choses. Et, entre autres, ce concert, demain matin, d'ailleurs, dès 6 heures du matin, perché sur une scène à 2 mètres de haut, les habitants de Saint-Chamond pourront pénétrer dans la gare. Oui, tout à fait. Et ils pourront pénétrer dans la gare comme ça, tranquillement, au son d'un violoncelle, et on servira des petits déjeuners et tout. Vous faisiez référence à une expérience culinaire. On a un lycée hôtelier sur la ville qui est fantastique. Eh bien, on travaille avec. Et puis, on est à l'Opéra de Saint-Étienne, et puis on est à l'Opéra de Lyon, et puis on est dans des immenses salles, et puis on est dans des toutes petites salles, et puis on est dans des usines, et puis on est un peu partout, parce que le but aussi, c'est de faire voyager ce festival et de croiser le public pour lequel on fait ce festival.
Eh ben, merci beaucoup. Je rappelle donc que toutes les dates et infos sont disponibles sur le site rhinojazz.com et ça commence le 4 octobre. Le 4 octobre avec tous ces tourbillons dont je parlais qui ont déjà commencé, bien sûr. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'Accès Direct. Merci. Je vous laisse rejoindre la régie. Sébastien va me rejoindre pour le rappel des titres puisqu'il est 18h30 dans 10 secondes. On va commencer avec une association en danger. Oui, l'association des grandes... Je crois que tu étais un peu... T'es pas sur la croix. L'association La Grande Traversée des Alpes qui gère donc les sentiers, les itinéraires de randonnée, qui est en grosse difficulté financière. La région Rhône-Alpes Auvergne-Rhône-Alpes continue de subventionner. C'est plus le cas de la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc voilà, les dirigeants ont préféré se mettre sous la protection de la justice pour anticiper un petit peu. Et puis une expérience inédite. Oui, Victoria Lopez a rencontré Rémi Phoenix, un mentaliste, qui s'est lancé un défi assez irrationnel, se glisser dans la peau d'un homme, d'une personne muette, sourde et aveugle. Donc voilà, c'est pour sensibiliser par rapport au handicap sensoriel. Merci beaucoup Seb, à tout de suite pour le JT, ne bougez pas, une petite page de pub et on vous retrouve pour plus d'actu en Savoie-Mont-Blanc. À tout de suite.